GVM TV. Donc, à la mémoire d'un grand présent, et certainement pas un absent, parce que malgré qu'il soit parti, je crois, le premier ou le deuxième jour de l'an 2000, donc ça fait quand même pas mal d'années, il est toujours présent avec nous, avec les amis avec lesquels je parle au téléphone, effectivement, parce qu'on est dispersés dans toute la France. Dara est à Nice, Michel Langard est près de Bordeaux, Nicolas de Mémoron, il est à Cahors, Rémi est à Rouen. Enfin bon, c'est vraiment un éclatement épouvantable. Il y a Daniel Huguet aussi qui est dans l'Hérault. Oui. Enfin bon, voilà, il faut le rencontrer. Je le rencontre. Le 4 mai, je le rencontre, j'ai rendez-vous avec lui. Alors tu lui feras des bises. Je lui ferai pas, oui. C'est un frère d'âme. Oui. Un frère d'âme. J'ai cru comprendre. Oui, pas de souci. Et on est en même temps éternel dans la mesure où les ouvrages de Jimmy le seront, puisqu'on est des personnages de ces romans. C'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. Bon. Alors je te disais que Jimmy a une énorme importance parce que au moment où je l'ai rencontré, et on a tout de suite matché tous les deux, hein, il n'y a pas de souci. Mais je te disais qu'en Algérie, là où j'étais, quand j'étais môme, je lisais déjà, dès que j'ai commencé à lire, des ouvrages de Jimmy Gueux. D'ailleurs, avec une synchronicité assez curieuse, parce que dans la bibliothèque que je fréquentais, malgré que j'étais un jeune garçon, 11 ans, 12 ans, je suis parti à 14 ans, je lisais j'étais inscrit dans cette bibliothèque-là, une sorte de bibliothèque communale, de maison des jeunes avant la lettre, quoi. Et il y avait, c'était assez petit, il y avait des rayonnages de livres. Des rayonnages de livres, et on me dit, ah ben voilà, les bouquins, c'est là pour vous. Le petit moment que j'étais. Oui. Et je vois bibliothèque verte, jaune, vert, violette, rouge, ce que tu veux, etc. Mais en face, il y avait la collection Anticipation Fleuve Noir, dont la tranche, il y avait un astronef dessus. Voilà. Alors tu penses bien que de regarder une couleur ou de voir cet astronef, ça a fait ni une ni deux. C'est comme ça que j'ai découvert Jimmy et toute l'équipe de Fleuve Noir, Richard Bessières, Peter Randa, Maurice Lima, etc. Bon, voilà. En fait, ça a commencé comme ça. Je suis tombé dedans. Donc, à partir de là, Jimmy a été une source pour moi de rêve et évidemment qui a orienté tout le reste de ma vie. Mais c'est pas fini. En 1972 ou 13-12, je crois, j'étais libraire à l'époque à Aix-en-Provence et c'était la secrétaire générale ou la présidente de la Société d'études psychiques de Marseille, fréquente ma librairie, et me dit, tiens, ce soir, il y a à la table du Graal, il y a Maurice Gueux qui reçoit son frère Jimmy Gueux, et j'aimerais bien que vous soyez, parce que je vais vous présenter Jimmy Gueux. J'ai dit, quoi, Jimmy Gueux est à Aix? Quoi? Et j'y suis allé. Ainsi, je suis devenu l'ami de l'homme qui me faisait rêver quand j'étais enfant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Donc vous imaginez l'imprégnation que ça a pu être pour moi, d'autant que c'était un homme fondamentalement libre, même s'il avait parfois un caractère difficile vis-à-vis notamment des rationalistes, évidemment, et vraiment un aventurier de l'esprit et de la recherche, et je dirais dans toutes les directions. C'est ça. Donc il y avait quelque chose chez lui qui élevait les gens, je dirais, à l'autre versant de la réalité, à l'autre contact que nous avons. Il y a
sous nos sens, nous avons le visible, mais nous avons aussi l'invisible. Et parce que c'est invisible, on le met de côté, ou on dit que ce sont des histoires pour les enfants, ou encore ce qui peut créer parfois une critique très très vive vis-à-vis de ceux qui s'intéressent peut-être à cet invisible. Moi, je sais que là-dedans, je me définis comme une sorte d'occultiste, dans la mesure où ce qui est occulte, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est secret, c'est ce qu'on ne voit pas, mais qui existe quand même. Là, il n'y a aucun problème. Je défends cette position parce que nous ne pouvons pas nous arrêter à ce que le monde nous présente ou à ce que notre segment de culture nous a induit à comprendre. Parce que de toute façon, nous appartenons à une catégorie d'individus à qui, à un moment ou à un autre, cet invisible-là a frappé à la porte. Une synchronicité quelconque, parfois des épreuves, des rencontres très souvent, qui nous amènent effectivement à quelque chose d'autre et qui nous font découvrir que nous sommes plus, je le dis souvent, que ce que nous croyons qu'on était ou que ce que l'on nous a dit qu'on est. Voilà, plus que ça. Donc c'est ça, et Jimmy c'est ça, c'est ce plus-là. Voilà, donc, et à partir de ce moment-là, pendant des années, nous avons été en couple. Alors ça a été pour les domaines de la parapsychologie, pour les domaines de l'ufologie, pour l'étrange, pour les civilisations mystérieuses, enfin, tout ce panel-là. Et effectivement aussi, un beau jour, il me dit, écoute, si ça ne te dérange pas, j'aimerais te mettre dans mes bouquins. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème, volontiers. Et alors il me fait faire des tas de choses, évidemment, qui m'ont vachement surprise et qui m'ont plu finalement parce que c'était de ma nature. Et j'ai marché là-dedans tout le temps. Et puis il est venu un beau jour. Ben oui, il m'a dit, tu sais, je vais partir d'ici. Et il est allé vivre quelque part dans ce qui pour nous les sudistes est le Nord, le Nord. Et c'est comme ça qu'on est resté en contact téléphonique jusqu'à ce que, à son tour, il parte vraiment. Voilà, c'est tout. Et il reste les vidéos qu'on a faites ensemble. Oui. Et il en a fait avec un tas de monde d'ailleurs, parce que l'intérêt de ce garçon, de cet homme, c'est que il rentrait en lien, en amitié avec les gens qu'il rencontrait, mais il ne les laissait pas tomber dans la mesure où il les rendait quelque part immortels en les mettant dans ses romans. Et effectivement, je peux dire qu'à l'exclusion, juste en ce qui concerne les aventures de Blake et Baker, qui sont là, donc tout simplement la science-fiction. Mais pour le reste, et à l'exclusion simplement des deux principaux personnages, Régine Véran et Novak, tous existent. Ok. Tous existent. Charles Foutard notamment existait. Il passait l'horizon éternel. Mais il existait, et comment dirais-je, il les a, comme s'il avait constitué autour de lui une sorte de famille, de fraternité, on va dire ésotérique ou ultra-humaine quelque part, et qui nous relie toujours. Voilà. Et donc, toi, tu arrives, Michael, tu me dis, voilà, j'ai lu tout ça, etc. Et tu es bercé là-dedans. Moi, je ne peux qu'être un témoin, on va dire, de première main, si tu veux. Mais j'aurais tellement aimé. Et avec nos amis, on dit toujours, qu'est-ce qui peut nous manquer, c'est pas possible. Alors évidemment, à un certain moment, c'était en 1977-78, nous créons l'IMSA, l'Institut mondial des sciences avancées. Il nous demande d'en écrire la charte, je le fais évidemment. Et ça a été une sacrée aventure. Bien sûr, dans des cas semblables, quand il y en a un personnage qui est un créateur, qui est un pasteur en quelque sorte, qui crée quelque chose de cet ordre, quand il est parti, évidemment, ça s'est délité. C'est normal, c'est humain, c'est tout à fait. Parce que je me posais la question justement de savoir, tiens, c'est bizarre, il n'y a personne qui a repris le flambeau. Et donc, est-ce que c'est pas possible de recréer l'IMSA, ce genre de choses? Mais l'état d'esprit existe. Okay. L'état d'esprit existe. Il y a eu des tentatives
Oui, j'ai participé un petit peu. Et puis quand j'ai vu que l'hubris de chacun était bien présente, j'ai sonné la charge et je suis parti. Voilà. Bon, ben ça c'est moi parce que je crois que la fidélité à une amitié est quand même plus importante que tout. Et puis de toute façon, j'avais aussi cette, comment dirais-je, cette configuration de liberté et d'autonomie qui m'a jamais lâché et plus que jamais, quoi. Donc je rentre pas sous une dominante ou dans des pressions quelconques de groupes, de sous-groupes, etc. Parce que c'est malheureusement, après sa disparition, ce qui s'est passé. J'ai réussi à avoir une copie d'un l'IMSA Contact, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui n'est jamais paru en fait. Et donc pourquoi ça n'est jamais paru? Je ne sais pas si c'était à l'époque de Jimmy ou pas déjà. IMSA Contact, si, il est sorti, il y a eu quelques numéros. Oui, je ne les ai pas trouvés. Je me demande si j'en ai pas quelques-uns ici, il faudra que je cherche. Et si je le cherche, ils sont à toi. Si tu me donneras ton adresse, si jamais j'arrive à trouver quelque chose, mais sinon, dans des cas, j'ai tellement déménagé depuis, je ne sais pas où ça veut dire, mais ça doit être quelque part. Bon, si je trouve quelque chose, je verrai mon adresse mail. Bon, ça c'est important. Et d'ailleurs, il faut dire que l'histoire de l'IMSA, et c'est pour ça que ça commence par ce que nous avons ne nous appartient pas, c'est pourquoi nous avons le devoir de transmettre la transmission. C'était un constat à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'avais rencontré aussi d'autres personnes. Et je lui dis, tu te rends compte, ces bibliothèques, ces écrits, etc., qu'est-ce que ça va devenir? J'ai moi-même ce problème avec tout ce qui se trouve dans cette pièce à côté, là, parce que tu verras, les livres montent jusqu'au plafond. Hein, il y a une pièce, les murs tiennent avec les bouquins. Bon. Et chez Jimmy, c'était pareil. C'est pareil chez moi, j'ai 6000 bouquins. Et voilà. Donc, le problème, c'est après la dispersion, c'est une diaspora de bouquins, quoi. Et c'est terrible. C'est véritablement terrible. Et je me dis, il ne faut pas que ça soit perdu. Et quand j'ai posé ça à Jimmy, il y avait aussi Guitarade avec nous, et on s'est dit, mais il faut faire quelque chose pour conserver. Et c'est comme ça que l'IMSA est parti de là. C'est parti de ce constat-là. Parce qu'à l'époque, quelqu'un d'autre que j'ai bien connu, que j'ai beaucoup admiré, qui s'appelait Antti Le Marin, qui était un chercheur en radionique, en radiesthésie, en ondes de forme, etc., et qui résidait au Beau-de-Provence, et qui était un personnage merveilleux. Lui aussi, il était en train de partir, et c'était pour moi quelque chose d'épouvantable, quoi. Et ça allait être perdu, et je sais pas, je pense que ça a été dispersé. Voilà, le problème est là. Et l'IMSA, c'est ça. Bien entendu, autour de cette notion qui était chère à son cœur, à Jimmy, à savoir la recherche parallèle. Il ne faut pas oublier que c'était un très grand ami de Robert Charroux, qui a été véritablement quelqu'un au niveau de la littérature, qui a été un chercheur là-dessus. Il connaissait très bien, il me l'a présenté d'ailleurs, Francis Mazières, le livre de Pâques. Voilà, donc c'est quand même important, quoi. On est marqué par ça. Parce que nous savons que notre histoire dite officielle, elle est trafiquée, parce que nous savons qu'il y a des tas de choses qui sont cachées, parce que nous savons qu'il y a des tas de recherches avancées qui nous permettraient à l'heure actuelle de nous passer complètement des énergies fossiles, et que malheureusement ça ne sort pas et ça ne sortira pas. Et Jimmy était en pétard contre ça. Bon. Sans compter, évidemment, au niveau de l'ufologie, parce qu'il faut bien le préciser pour nos amis, que là-dessus, il a mis la main sur la grande manipulation au niveau des gouvernements, parce qu'il y a quelque chose qui existe, qui se fait, qui est un fait. Et depuis les années même 70, hein, même les années, début des années 50, puisqu'il avait mis en évidence cette relation qu'avait eu Eisenhower avec les gris d'une part et les grands blancs, en 54, à la base, je crois, d'Edwards en Californie, en Amérique. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on sent être vrai, mais qui nous est servi comme une histoire qui est un mensonge. Le problème, il est là. Alors là, maintenant, on le voit de plus en plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors,
Là où nous en sommes arrivés, je pense, à l'heure actuelle, et c'est important pour ceux qui nous écoutent et qui prennent le relais, c'est de ne pas perdre le nord. Donc, de ne pas perdre le nord, c'est quoi? C'est continuer à chercher chacun de son côté, de ne pas être assujetti à des dogmes, et en quelque sorte de créer un réseau. Parce que c'est de cette manière-là que ça se passe. Et avec ce réseau-là, on peut arriver en quelque sorte à une sorte de masse critique jusqu'à ce que ça finisse par sortir. Parce que le problème, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un, comme un autre Jimmy, qui prenne véritablement le flambeau et qui ait la force de le faire. Moi, je suis has-been complètement maintenant. Malheureusement, j'aurais aimé accomplir quelque chose en ce sens, mais le problème, c'est que j'ai été rattrapé par le temps. Ouais, c'est ça. Mais enfin bon, Michael. Donc, le monde a changé. À l'époque de Jimmy, c'était le monde des copains, il y avait une amitié, il y avait des liens, et quand on donnait une parole, il n'y avait pas besoin d'écrire en papier, de faire une signature. Et maintenant, c'est des intérêts. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans le numérique. Réunir du monde sur un objectif, c'est très compliqué. C'est très diffus. Bien sûr. Et les gens sont, comment dirais-je, les gouvernances qui nous gèrent sont parvenues, mais ça c'est un autre domaine qui est maintenant le mien, sont parvenus à nous faire baisser notre seuil de discernement. Oui. C'est terminé. Donc on doit passer par cette fourche codine, et nous ne sommes plus, du moins la plupart d'entre nous, à même de pouvoir dire, tiens, mais là, c'est des histoires. C'est une manipulation, c'est quelque chose. Mais on est tout seul. Et même quand on est quelques-uns, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toujours... Et la plupart des gens, ils sont rattrapés par... il faut finir par payer la voiture, la maison, élever les enfants, faire face aux normes et aux pressions de conformité, et aux modes, les modes aussi. Les modes qui sont... je dirais qu'ils nous mettent une pression énorme. C'est pas la mode, etc. Maintenant, les éditeurs ne voient pas l'intérêt d'un sujet, ou à travers le sujet, ils regardent l'intérêt de l'argent. C'est tout. Même si le bouquin est extraordinaire. Voilà. C'est pour ça que on peut avoir cette impression de désespérance, mais il faut déjà savoir que les dés sont pipés. Donc on participe à un jeu en percevant parfaitement que les dés sont pipés. Donc ça laisse en arrière-plan une réflexion, une pensée, une observation, un discernement, des prises de position personnelles, une recherche personnelle, jusqu'à ce qu'un jour puisse se lever une légitimité sur quelqu'un qui dise voilà, maintenant c'est bon. Comme Jimmy était, je pense qu'il était fondamentalement légitime. Et il était légitime parce que, je sais pas, mais après la guerre, donc nanti de cette recherche qu'il avait à l'intérieur de lui, il a été quand même en France la locomotive de la science-fiction française. Il ne faut pas l'oublier. À tel point d'ailleurs que ceux qui sont venus par la suite se sont efforcés, tout en reconnaissant cela, de le démolir. Ah, évidemment. Il était au goût du jour parce que c'était un des premiers à faire la science-fiction, mais aussi à faire des reportages vidéo. Oui, bien sûr. Comme nous voyons aujourd'hui sur YouTube. Bien sûr, absolument. Donc ils n'ont rien inventé. Hein. Jimmy Gueux était un précurseur là-dessus. Tout à fait. C'est quelque chose d'énorme. Et je pense qu'il a lancé quelque chose. Et ça continue de toute façon, puisque de toute manière, on est là, il y a des gens qui nous regardent. Et puis, comment dire, c'est encore dans l'air du temps. Mais c'est underground, c'est caché pour l'instant ou c'est discret. Mais on est en lien les uns avec les autres, etc. Voilà, c'est ça. On essaie d'avancer dans un système où nous sommes obligés de vivre dedans. Donc on utilise le système, on n'est pas dupe. Voilà, on n'est pas dupe. Mais on est obligé de rentrer dedans, autrement on ne vit plus. En fait, nous sommes des résistants.
Tout à fait. Oui. On est des résistants. Tout à fait. Quelque part, on est des résistants. Voilà, alors on cherche en littérature, on cherche dans les magazines, etc. Alors dans les magazines, c'est intéressant parce qu'ils font des ressucés énormes de tout ce qu'on avait déjà mis en évidence il y a bien longtemps. C'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. C'est dingue. C'est une histoire de foi. Alors il y a des choses nouvelles, effectivement. Je pense notamment aux recherches qui sont faites sur les pyramides du Bucégy en Europe centrale. Mais c'est des ressucés. Et malheureusement, quand ils découvrent quelque chose, c'est le cas parce que je crois que c'était des Français et des Japonais, ont mis en évidence sous les pyramides, les grandes chambres. Voilà. Alors on en entend parler au début, ça donne quelque chose, et puis tout à coup, paf, silence absolu. Donc, voilà. Ça, il ne faut pas y toucher. Voilà, il ne faut pas y toucher. De même, les multiples recherches en sciences avancées, sur notamment l'antigravitation. Jimmy avait très très bien connu, j'ai oublié le nom de ce bonhomme qui était du côté de Toulouse ou du Perpignan, qui avait fait des avancées là-dessus, sur l'antigravité. Il a écrit un roman. Marcel Pagès, je crois. C'est Pagès. Voilà, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le défi de l'antigravitation. Oui, Pagès. C'est ça. Marcel Pagès. Et Jimmy l'avait rencontré, évidemment. Tu parles. Dès qu'il se passait quelque chose quelque part, en plus de ça, comme il avait une émission de radio avec laquelle il faisait des appels. GVM TV